Bonjour à tous. Bienvenue à cette session. Bienvenue aussi aux personnes en ligne. Après le partage à peu près d'une quarantaine de minutes, il y aura des questions. S'il y a lieu de les poser, n'hésitez pas de les poser. On va, dans la mesure du possible, essayer de répondre à vos questionnements, aux doutes et probablement à quelque chose qui pourrait illuminer notre futur. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un aperçu sur le pouvoir latent de l'humain. Vous savez, on a tellement eu l'habitude de dire le pouvoir latent dans l'homme. Mais je dis l'humain parce que comme ça, j'éviterai l'écueil des féministes. Ils vont dire, mais qu'est-ce que vous faites de la femme, hein? Donc, c'est l'humain. Donc, dans mon parcours, dans mon discours, si jamais je dis l'homme par habitude, ou bien tout simplement dans le contexte, je n'ai pas cette vigilance de dire toujours l'humain, l'homme et la femme. Vous voyez, pardonnez-moi, vous entendrez bien que quand je parle l'homme, je veux dire l'humain. Hein? Et du tout, évidemment, que je ne crois pas du tout que la femme est née d'une côte de l'homme. Donc, quand je parle de l'homme, par inadvertance, merci de comprendre que c'est l'humain. Alors, premièrement, je voudrais éclaircir un tout petit peu sur le terme occulte. Vous savez, quand on parle de l'occulte, il y a une certaine, je dirais, excitation parce que c'est caché. Bon, évidemment, je ne parle pas de ce terme-là au niveau administratif parce que faites très attention si vous avez des revenus occultes. Le fisc vous poursuivra. Et donc, occulte ici, ça veut dire seulement caché. Caché qui n'est pas visible à l'œil de tous et que quand on prononce le mot, il y a une certaine tendance fâcheuse de penser à la magie. Or, dans cette session, si vous êtes venu chercher des connaissances en magie, des choses magiques, vous serez certainement déçus. Je vous préviens. On ne parle pas de magie, mais on parle de pouvoir occulte, latent dans l'être humain. Que sont-ils les pouvoirs? Évidemment, ce terme-là aussi, c'est très, très utilisé de façon... on galvaude les mots. C'est quoi un pouvoir? On entend surtout le pouvoir d'achat, c'est-à-dire l'argent, tout simplement. Hein? Vous avez l'argent, vous allez l'échanger avec un certain nombre d'articles qui vous plairaient d'avoir. Et puis, c'est un pouvoir parce que plus vous avez d'argent, plus vous avez la capacité d'acheter des articles en nombre et en qualité. Mais on ne parle pas de cela, c'est un pouvoir tout à fait trivial qui règle notre vie, mais il ne faut pas non plus être complètement obnubilé par cet aspect. Quand on pense pouvoir, on peut les classifier de deux sortes, dans les deux catégories. Les pouvoirs patents et les pouvoirs latents. Les pouvoirs patents sont des pouvoirs évidents que vous avez déjà acquis. Si vous avez déjà appris à rouler à bicyclette, il paraît qu'une fois que l'on sait comment faire de la bicyclette, ça reste pour la vie. Hein? Évidemment, des réflexes diminuent un peu, mais le fait de conduire une bicyclette, monter en bicyclette, reste dans la vie. Il y en a de même pour conduire une voiture ou bien faire d'autres choses de mécanique. Maintenant, les pouvoirs sont latents quand vous les avez déjà acquis, c'est-à-dire maîtrisés. Vous ne pouvez pas dire que vous avez un pouvoir patent quand vous tombez à chaque fois que vous montez à bicyclette. Ce n'est pas du tout patent. C'est peut-être que vous avez ce pouvoir latent en vous en tant que potentiel, mais il faut encore apprendre. Donc, le pouvoir latent, c'est un pouvoir caché qui peut être considéré comme occulte, parce que pour le moment caché, et du moment où c'est caché, et que
vous ne savez pas, vous n'avez pas encore, mais vous avez la capacité, la possibilité de l'acquérir. C'est pour cela que tout pouvoir occulte, ce sont des pouvoirs potentiels. Tout ce qui est potentiel dépend de ce que vous allez faire, oui ou non. Parce que le potentiel, tout le monde a à différents degrés. Hein, potentiel de comprendre un texte, potentiel de chanter, par exemple, potentiel de danser, potentiel de courir, etc. Mais si on n'apprend pas à développer ces aspects-là, ça resterait à jamais potentiel. Donc, tout ce qui est pouvoir occulte reste pour le moment dans le domaine potentiel. Tout ce qui est patent, ce sont des résultats de savoir et de connaissances. Vous avez appris, vous avez fourni l'effort d'apprendre certaines choses, vous arrivez à acquérir la maîtrise de certaines choses dont vous avez le pouvoir patent de le faire. Par exemple, la capacité de manipuler un ordinateur. Il faut apprendre. Des fois, c'est un peu difficile, mais on passe par l'apprentissage et on arrive. Et l'apprentissage passe par la pratique. C'est-à-dire qu'on peut vous faire un discours de 3 heures de tout ce qui concerne comment marche un ordinateur, etc. Vous appuyez sur ceci pour faire les fonctions. Si vous ne pratiquez pas, un mois après, vous aurez tout rendu à l'instructeur. Donc, il faut, pour rendre un pouvoir latent, si on veut le rendre patent, il faut passer par la case de l'apprentissage et de la pratique. Il n'y a pas d'autre secret, il n'y a pas d'autre solution à apporter ici. Ce qui est visible, c'est-à-dire tout à fait évident, est le résultat donc de l'action qui commence dans le mental. Tout commence dans le mental parce que vous décidez de faire quelque chose avant de le faire et en général, à cause de l'inconscient, on dit mais je vais le faire, mais derrière tout cela, il y a déjà un désir caché. Pourquoi vous voulez le faire? Il faut aller définir cela pour aussi évoluer spirituellement. Et ce qui est visible, donc ce qui est comme pouvoir patent, c'est un résultat de toutes les actions qu'on a réalisées à partir d'une décision prise dans le mental. Ici, c'est bon. Tout à l'heure, on va donc rentrer dans le sujet « Qu'est-ce qu'un humain ?» pour savoir où se trouvent les décisions et pour pouvoir déterminer comment on peut apprendre à transformer un potentiel en pouvoir patent. Alors, dans ceci, les pouvoirs, tout est dans le mental. Le mental, selon la sagesse antique, et même maintenant, mais enfin, les psychologues actuels ne sont que à la superficie de la compréhension des pouvoirs du mental. Le mental humain a des pouvoirs extraordinaires et tous les pouvoirs, sans exception, proviennent de 2 capacités du mental. Deux pouvoirs. Le premier, c'est le pouvoir de projection. Parce que la substance du mental est tellement fluide et malléable que le mental peut manipuler n'importe quelle situation, même si vous n'êtes pas au courant de l'image, même si vous ne pouvez pas voir les images, même en imagination. Vous ne pouvez pas. Mais le mental, par son pouvoir de projection, peut créer des situations tout à fait réelles dans le mental qui restent virtuelles dans la réalité. Bon, la virtualité actuelle, c'est de seconde main parce que c'est le résultat de l'action virtuelle de la projection du mental. Donc, quand vous dites des images virtuelles actuelles, quand vous regardez un film d'images virtuelles,
tout cela, c'est de second degré déjà à partir du pouvoir inventif et de projection du mental. En même temps que le pouvoir de projection pour créer les choses à partir d'un réservoir, dont pour le moment on n'en parle pas, mais il y a toujours un réservoir dans lequel le mental puise pour créer les images. Et en même temps que cela, marchons de façon tout à fait paire avec ça, le pouvoir d'obnubulation. Obnubiler, je veux dire cacher, veut dire tout simplement occulter. Hein? Obnubiler, c'est-à-dire qu'une chose devant vous, vous voulez le cacher. L'obnubiler, c'est-à-dire vous mettez quelque chose là-dessus pour que vous ne voyez plus. C'est le pouvoir d'obnubulation. Alors, les deux combinés ensemble, la projection et l'obnubulation, une fois projeté et l'autre c'est caché, ces deux-là, une fois combinés ensemble comme paire, le mental peut jouer une infinitude de situations que l'on appelle la création. C'est le pouvoir créatif du mental. Alors, toutes les choses que les artistes inventent, les cinéastes inventent, et nous-mêmes, parce que souvent, nous faisons nous-mêmes notre cinéma. Hein? Chacun a son cinéma, même si on n'avoue pas, on ne projette pas, et ce cinéma-là peut se reproduire de façon tout à fait indubitable dans nos rêves. Il y a des situations dans la vie où bien on vit une frustration, où on vit une satisfaction, et bien cela peut se reproduire dans le mental à l'état de rêve, c'est-à-dire que quand le corps physique se relâche et que le cerveau n'a plus ce contrôle par la volonté, eh bien il se relâche et toutes les choses remontent, des frustrations, des satisfactions, et puis pour avoir des satisfactions à répétition, le mental peut aussi reproduire les mêmes images passant par le cerveau, etc., etc. Alors, d'abord, pour comprendre tout cela, d'abord, qu'est-ce qu'un humain? Un humain aussi grand nombre de pouvoirs cachés, occultes. Qu'est-ce qu'un humain? Vous avez certainement étudié la constitution de l'être humain, de l'homme, qui stipule que nous avons tous, hommes ou femmes, il suffit d'être humain, nous avons une constitution septenaire. Septenaire veut dire que c'est composé de 7 niveaux ou 7 qualités de subtilité, de substance, qui fait que dans la classification de façon aplatie, pour pouvoir se comprendre au niveau du mental, on dit on va dessiner un carré en bas et un triangle en haut. Ça, c'est très, très connu déjà. Si vous avez lu quelques livres et si vous avez suivi quelques sessions ici. Donc, alors, la partie inférieure, le carré, est appelé le quaternaire inférieur. Et le triangle supérieur est appelé la triade supérieure. Alors, l'inférieur est toujours, fonctionne sous l'impulsion du supérieur, mais parfois, quand ce n'est pas bien communiqué entre les deux, le quaternaire inférieur peut faire des bêtises. En fait, c'est le cas de beaucoup de cas de nos bêtises. Alors, le quaternaire inférieur est composé de notre corps physique, de nos sentiments, de nos émotions, des choses, et tout cela de façon tout à fait générique, on l'appelle l'astral. Et d'un autre côté, il y a aussi de façon générique tout le système nerveux réagissant pour produire les sensations, etc. On appelle cela le corps éthérique. Bon, on peut toujours contester au niveau terminologique, mais c'est pour aller simple, pour faire simple, restons dans cette terminologie. Donc le corps physique, le corps éthérique, qui est constitué de nerfs régissant pour donner des sensations, des émotions, et le corps ou le véhicule des émotions, qui est le corps ou le véhicule astral. Et au-dessus de tout cela, il y a le mental qui est considéré par les orientaux comme le 6e sens. Nous avons 5 sens, n'est-ce pas, que nous utilisons. Espérons que c'est nous qui les utilisons, mais ce n'est pas eux qui nous utilisent.
Alors, dans ce cas-là, le mental coiffe tout et il est considéré comme le roi des singes dans l'histoire mythique du voyage vers l'Ouest. Alors, c'est un élément plein de talent, mais il n'arrive pas à être maître de lui-même. Et donc, il a besoin d'être complètement maîtrisé par les trois éléments supérieurs qui est Atma, Buddhi, Manas. C'est quoi Atma, Buddhi, Manas? Atma, c'est cette chose qui n'est pas une chose, que l'on appelle divin, qui est la conscience une partout. C'est l'état de l'être-té, c'est l'état d'être qui englobe tout le monde. Et en fait, c'est la nature profonde de chacun de nous. Et le Atma, c'est donc il n'y a pas ton Atma, mon Atma et son Atma. Il n'y a que l'Atma et nous sommes tous cet Atma. Et le Buddhi, qui est l'élément de l'intelligence, qui vient en jeu pour vraiment, c'est cette capacité que l'humain pourrait développer pour arriver jusqu'à cette capacité de discernement. Et en fait, Buddhi, c'est l'équivalent de l'intelligence vraie. Pas seulement le fait d'être futé, d'être débrouillard dans la vie, réussir dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi, mais qui n'ont pas d'intelligence. Paradoxe, mais vous pouvez comprendre cela et vous pouvez même regarder et observer, surtout sur la télévision. C'est un écran qui révèle beaucoup de choses. Hein? Il y a des gens qui ont beaucoup bon, je ne suis pas contre les diplômes, hein, parce que je suis même moi-même diplômée, mais il y a des gens qui ont beaucoup de diplômes qui, en fait, qui ne parlent que pour des mots, qu'il n'y a rien derrière, et en fait, c'est l'intelligence qui manque. Vous voyez très, très bien que cette capacité ou cette débrouillardise leur ont permis d'accéder à un certain consensus collectif pour se reconnaître les uns et les autres, pour arriver à ce niveau-là, mais au fin fond des choses, ils n'ont pas cette je dirais, étincelle qui brille quand quelqu'un parle, échange. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui circule, mais il n'y a pas que des mots qui sont en choc. Quand vous observez, vous regardez des débats télévisuels, méfiez-vous parce que vous pouvez devenir un peu plus idiot qu'avant. Parce que vous pouvez être intelligent au départ, et après avoir entendu, vous dites, mais qu'est-ce qu'il voulait dire, des mots, etc. Arrive un moment où vous dites, mais enfin, il vaut mieux quand même arrêter quand même. Il y a des programmes extrêmement intelligents. En fait, je vous recommande tout de suite un. Ça s'appelle la déconversion de la psychanalyse. Vous tapez sur Internet, vous allez passer 1h30 et vous allez comprendre tout ce qui concerne de faux et de roublard dans ce mouvement qui s'appelle psychanalyse. Bon, j'étais ravie parce que quand j'ai entendu les 5 interlocuteurs interrogés par une journaliste talentueuse, on arrive à comprendre que pendant 70 ans ou même un siècle, on était victime de ce monsieur qui est considéré comme le père de la psychanalyse. Je ne vais pas le nommer, vous allez découvrir sur Internet. Alors, donc, il y a des moments d'intelligence rares, donc il faut apprendre ce pouvoir de discernement en nous pour aussi rendre notre pouvoir latent en pouvoir patent de comprendre et faire réaliser que le potentiel d'intelligence en nous a besoin d'être vraiment, vraiment exprimé par nos propres apprentissages et nos propres pratiques. Alors, donc, revenons à la constitution de l'être humain. On a déjà 7 parties, une nature septuple, dans lequel le quaternaire inférieur, il ne demande qu'une chose, c'est d'être guidé par le supérieur, la triade supérieure, qui est vraiment
au centre de cette triade supérieure, c'est l'intelligence, n'est-ce pas, à développer. Et là, c'est le pouvoir suprême de l'être humain, c'est le pouvoir latent de devenir de plus en plus intelligent. Devenir de plus en plus intelligent ne veut pas dire de monter en grade dans les études. Il y a des gens qui collectionnent des doctorats, mais ça ne change pas grand-chose. Alors donc, apprendre à être plus intelligent, c'est de voir comment les choses sont liées entre elles. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de choses qui portent un certain nombre de sens, il y a une signification. Donc, c'est l'intelligence qui découvre ça, et c'est un pouvoir latent, un pouvoir occulte. La nature septuple de l'être humain évolue constamment, entraînée par cette constante évolution de la conscience. C'est un phénomène universel concernant tous, tout et tous. Tout, c'est-à-dire que dans le cosmos aussi, il y a une évolution de la conscience, on ne voit pas parce qu'on est tellement petit, dans le système solaire aussi, sur la planète aussi, mais on a la capacité de voir un peu mieux parce que c'est à notre échelle, hein, surtout à notre propre échelle, à l'intérieur de nous, on voit quand même qu'il y a un courant constant qui nous porte et ce développement de l'intelligence provient de cette interaction entre notre propre nature et le milieu dans lequel on vit. Et comme ce milieu dans lequel on vit est porté aussi par ce courant constant de l'évolution, il faut qu'on marche en phase parce qu'on ne peut pas résister à de l'évolution du milieu et puis rester et apprendre l'évolution, apprendre l'intelligence. Donc l'évolution vers l'intelligence, c'est d'être vigilant et constamment observer et suivre le mouvement de cette conscience une qui s'exprime à travers tout. Tout ce qui existe est une expression de cette conscience une. On constate donc que l'humain ne cesse d'évoluer. Et dans ce mouvement d'évolution passe par le changement. Et le changement, ce n'est pas le changement, pour avoir le plaisir de dire je change, mais il faut qu'il y ait une amélioration dans le changement. Et dans cette amélioration, c'est une amélioration qui ne peut être estimée, pesée, mesurée, jugée par cette capacité qui s'appelle l'intelligence. Quelqu'un qui n'est pas intelligent peut très bien, par décision, en disant ben, moi, je ne reste pas à la même place, je bouge tout le temps, il faut que j'avance. Mais en fait, s'il a cette honnêteté de regarder, il n'avance pas du tout, il ne fait que de la marche sur place, comme les militaires qui marchent pour rythmer. Et ils prétendent qu'il faut que j'avance dans la vie, mais non pas du tout. Il reproduit lui-même les mêmes conditions pour avoir cette illusion de changer, mais au fond, c'est la même chose. Alors donc, il faut avoir cette intégrité, l'honnêteté de voir et de ne pas prétendre. Alors, c'est dans l'ensemble de ce qu'on a dit, on peut citer comme ça, de façon pas du tout exhaustive, des pouvoirs occultes. Alors ça, ce chapitre-là, vous attendez avec impatience parce que j'ai prononcé des mots qui vont vibrer dans le mental. Par exemple, il y a des pouvoirs occultes que je cite de façon non exhaustive, la clairvoyance. Il y a des gens qui peuvent regarder et voir au-delà du visible et qui voient les êtres invisibles. C'est un pouvoir, mais il faut que ça soit un pouvoir réel, mais pas du tout un pouvoir inventé par la personne, créé par son propre désir et passé par le pouvoir de projection de son mental. Parce qu'une chose que l'on désire très fortement, eh bien, peut se passer, mais c'est en virtualité, en rêve, en imagination, mais pas en réalité. Donc, l'un des pouvoirs, c'est la clairvoyance, c'est-à-dire voir
ce que les autres ne voient pas. Et la clairaudience, on entend des voix. Enfin, ce n'est pas du tout le phénomène d'entendre des voix à cause d'un défaut physiologique, hein, mais on entend des voix qui normalement ne devraient pas être une création de soi-même. Il faut toujours être très, très vigilant et intègre avec soi parce que comme on désire beaucoup, et puis il y a aussi l'entourage qui désire voir des phénomènes, des fois on prend des virtualités par les réalités. Parfois, parmi les pouvoirs occultes, il y a aussi la télépathie quelqu'un qui veut influencer quelqu'un d'autre, de penser dans une direction ou quelque chose comme ça, eh bien, certains pays ont fait des recherches poussées au niveau militaire. Par exemple, dans les années 80, il y a un livre qui a fait sensation, c'est les recherches de pouvoir de la télépathie, pouvoir occulte dans l'URSS. C'est un livre, je crois qu'il est épuisé maintenant, mais à l'époque, il faisait sensation parce que tout le monde se jetait là-dessus pour savoir. Et c'est factuel parce qu'ils ont essayé de communiquer dans l'espace et sur Terre aussi pour influencer au niveau militaire. Bon, alors, il y a parmi d'autres pouvoirs occultes, il y a aussi la télékinésie, c'est-à-dire le déplacement des objets seulement par le pouvoir. Bon, ça arrive très rarement, mais il paraît que ça arrive. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et comme avec mes facultés de doute, je pense que les personnes qui essaient de réaliser ça ont beaucoup de mal pour réaliser leur tour de passe-passe en ma présence. Donc, mais tout cela, c'est seulement ce que l'école zen appelle, c'est seulement la peau de la chose. On n'arrive pas, on imagine des choses, mais c'est quoi exactement les vrais pouvoirs? Les vrais pouvoirs que l'être humain peut vraiment acquérir et auxquels l'être humain peut accéder pour accéder à une vie beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus significatif dans un sens parce que on vit sur Terre, on est né, c'est certainement pour un but précis. Alors, ce n'est pas seulement pour voir un peu plus loin que bon, ben, les êtres invisibles, ils sont là, vous ne voyez pas, ils sont là, mais ça ne sert à rien de chercher de les voir parce que les voir n'apportent rien du tout, parce qu'on ne parle pas le même langage. Quand on change de niveau de conscience, le langage change. Et tous les gens qui prétendent communiquer avec les êtres invisibles, soyez sûrs que ce sont des fantômes ou des âmes errantes, mais pas des êtres invisibles très élevés. Vous me suivez? J'espère que ce que je vous dis là vous enlève un tout petit peu de votre désir de communiquer avec le monde invisible. Il en existe, toujours. Le visible et l'invisible se côtoient. Et donc, surtout ne cherchez pas, parce qu'avec nos limitations, on ne peut pas accéder à un niveau très élevé. Cela veut dire qu'on peut avoir à subir des influences des êtres inférieurs au niveau de l'évolution spirituelle. Donc, faites très attention. Bon, maintenant, quand on surpasse un peu ces pouvoirs occultes, je dirais de façon superficielle, c'est-à-dire très impressionnant, très frappant au niveau émotionnel, qu'est-ce que c'est au fond un pouvoir occulte que l'humanité, que l'humain peut acquérir et peut arriver à apprendre et à maîtriser? Je vais certainement vous surprendre en vous disant le premier pouvoir, c'est le pouvoir de l'observation. Il y a 1 million de choses, des phénomènes, des événements qui se passent dans une journée, mais qui peut observer et qui peut comprendre et après cela comprendre et faire un ensemble intelligent pour pouvoir arriver à une certaine anticipation et une certaine vision du futur.
Je vous donne un exemple très trivial. Sur le quai d'une gare, une mère avec 3 enfants, les enfants tournicotant autour, et la mère est en train de faire autre chose. Pourquoi pas jouer avec son téléphone? Et ce n'est pas la peine d'être un sage, un clairvoyant pour dire, mais madame, ce que vous faites là, c'est vraiment où vous êtes devant un accident. Les enfants qui jouent sur le quai de la gare et la mère regarde son truc. Vous n'avez qu'une seule envie de dire, mais madame, faites attention. Mais non, liberté de faire des bêtises. Donc, vous ne pouvez rien dire. Vous laissez les choses faire. Ben, c'est une petite anticipation. Et comme le reste du fait, un enfant est tombé sur la voie. Voilà, maintenant, branle-bas de combat, émotionnellement, tout le monde est tout à fait secoué, mais oui, surtout la mère. Mais c'est un exemple de manque d'intelligence. Et quoi faire? Au nom de la liberté individuelle, laisser faire des bêtises aux autres pour qu'ils réalisent leurs propres bêtises et apprendre par la bêtise. C'est dur. C'est cynique? Non, c'est factuel, tout simplement. Alors, donc, pareil, sur un niveau un peu plus loin, c'est-à-dire on ne sait pas observer. Observer les choses de la vie, observer des choses qui nous arrivent, observer autour de nous, mais observer, c'est un pouvoir que l'on doit apprendre par l'apprentissage quotidien et aussi par la pratique. On dit, ah ben, il faut observer, mais si on ne le fait pas, on répète, hein? On répète, comme un perroquet, il faut observer, mais on ne le fait pas. Alors, à quoi ça sert? Donc, alors, arrivé à un moment que quand on parvient à un degré de pouvoir d'observation, on peut anticiper. Il y a beaucoup d'anticipation. C'est-à-dire que par le pouvoir d'anticipation, on voit déjà, par une sorte de clairvoyance, derrière le mental des gens qui sont impliqués dans ce qui se passe. C'est une branche très, très prisée dans la stratégie. Toute la stratégie, c'est l'observation, l'anticipation et la vision du futur. C'est l'un des pouvoirs. Maintenant, il y a les pouvoirs, on peut aussi les classifier de 3 catégories, dans 3 catégories. Donc, l'observation mène à cette première catégorie, le pouvoir de discerner. Le discernement qui, je les cite les 3 et on va développer après. Le pouvoir de discernement, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement observer, mais on va un peu plus loin, n'est-ce pas? Comme on disait tout à l'heure, observer, comprendre, mesurer les choses et anticiper. Donc, avec cela, on peut avoir une vision du futur. Le discernement, il y a le pouvoir de l'empathie, il y a le pouvoir aussi de vivre au niveau de la conscience supérieure. Alors, le discernement, comme je disais, donne ce pouvoir de vision du futur, mais le discernement peut aussi, sur son chemin de développement, donne ce développement que l'on appelle la sensibilité. La sensibilité extérieure, mais la sensibilité intérieure aussi. On sent déjà avec des gens, on sent chez les gens avec qui on échange quelque chose. Parce que quand on dit quelque chose, il y a toujours une réaction, parce qu'on est tous de la matière vivante. On est des consciences qui passent par la chair pour apprendre et expérimenter le monde matériel. Donc, quand vous parlez à quelqu'un qui n'y a pas de réaction, peut-être que la conscience n'est pas encore éveillée, ou bien que la personne ne vous prend pas trop au sérieux. On entend, ça passe, et puis voilà, on oublie. Mais dans un échange sérieux et un sujet profond, il y a toujours, c'est l'échange des 2 consciences. Ce n'est pas la parole. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les échanges sur l'écran, là, avec des gens, des fois, il y a des gens très, très élevés au niveau intellectuel, mais ça ne donne rien parce qu'il n'y a pas cette conscience derrière. On ne sent pas qu'il y a
un mouvement commun, collectif, qui fait avancer les choses. Parce que ce n'est pas une conscience qui avance, mais quand ça marche bien, c'est l'ensemble qui fait un ensemble beaucoup plus puissant et qui aide tous les individus à avancer ensemble. C'est le pouvoir donc de discernement qui donne cette sensibilité interne, surtout, et qui amène à cette capacité d'intuition. Ce n'est pas l'instinct de survie, ce n'est pas la chose de deviner, non, c'est vraiment l'intuition qui fait, c'est quoi l'intuition? L'intuition, c'est le fait de pouvoir apprendre de l'intérieur. Donc, vous sentez les choses et vous apprenez à l'intérieur et vous raisonnez et arrivez à un moment où ce n'est pas avec les paroles, ce n'est pas de façon linéaire que vous apprenez, mais c'est tout à fait une autre façon. Et cette évolution-là, discernement, sensibilité, intuition, vous amène à un degré que l'on appelle la sagesse, qui est la sagesse, c'est l'un des perspectives de notre action par la théosophie. Alors, le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir d'empathie. Alors là, c'est très, très important. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement insensibles que rien ne leur passe par les fibres de la sensibilité, comme on dit tout à l'heure. L'empathie, c'est le fait de sentir en même temps que quelqu'un d'autre les mêmes sensations, et quand l'autre souffre, on souffre avec l'autre. Quand l'autre est joyeux, on est joyeux avec l'autre. C'est cette, je dirais, une sorte de vibration en phase de deux consciences, hein, au même moment. Et donc, le pouvoir de l'empathie amène cette capacité de l'amour-compassion. Quand vous voyez quelqu'un qui souffre, vous voulez apporter votre aide, mais pas de façon émotionnelle seulement, parce que quand c'est seulement l'émotion qui marche, 99%, ça marche à côté. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir cette pause, de dire vraiment, on sent quelque chose, on doit faire quelque chose, on va le faire, mais on ne va pas sauter dans l'eau, comme certains auteurs qui disent ben, la compassion fait que vous ne savez pas nager, mais quand vous voyez quelqu'un se noyer, vous sautez dans l'eau. Eh ben, je n'appelle pas ça de la compassion, j'appelle ça de la bêtise. D'abord, il faut apprendre à nager, maîtriser la natation, et puis là, évidemment, mais ça n'empêche pas d'avoir la compassion en voyant quelqu'un qui se noie et appeler à l'aide. Ça, c'est autre chose. Donc je ne cite pas cet auteur-là parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Mais c'est un best-seller à une certaine époque dans les années 2000, je crois. Alors donc, l'empathie qui donne le pouvoir de l'amour, de la compassion, et l'amour et la compassion amènent à cet état de la conscience qui s'appelle la joie extrême, qui est la béatitude. C'est un autre aspect de la conscience que je vais vous donner après l'équivalent après. Et le troisième pouvoir occulte de l'être humain, c'est le pouvoir de vivre au niveau de la conscience supérieure. Puisqu'on est sensible, on est empathique, on est conscient, ce qui fait qu'on est capable de communiquer avec les règnes supérieurs de tout l'univers, n'est-ce pas? Et ce pouvoir de vivre au niveau supérieur, à partir de ce point de discernement, d'empathie, sensibilité, amour, compassion, vivre au niveau de la conscience supérieure nous implique une vie absolument éthiquement correcte, évidemment, ça va de soi, mais aussi nous amène à la capacité de communiquer avec des règnes supérieurs avant de communiquer au niveau au plus profond qui est le divin. Il y a des trois mots sanscrits qui résument ça, ces trois pouvoirs extraordinaires occultes de la conscience humaine. La première, le discernement, sensibilité, sagesse, intuition, c'est le pouvoir de la conscience, c'est Chit. Et la deuxième, qui donne l'empathie, l'amour, compassion, béatitude, la joie extrême, c'est Ananda.
Et le dernier, qui est vivre au niveau de la conscience supérieure, étant conscient qu'on est tous un et que le divin est toujours comme un torrent qui donne à tous, à chaque moment. Et bien cette conscience-là, c'est la conscience d'être qui est aussi la première caractéristique de la conscience une, qui est Sat. Donc, Sat Chit Ananda, c'est l'être, l'intelligence ou la conscience et la joie. Tout cela, vous avez dit, bon, ben, c'est un peu théorique peut-être, parce que moi, je voudrais quelque chose de pratique. Tout ça, c'est pratique à mon point de vue, mais si ce n'est pas assez pratique pour vous, je suggère quelque chose. L'ensemble de cela vous aidera à découvrir votre propre dharma dans cette vie. Plus vous comprenez les choses de façon théorique à ce niveau, plus vous allez apprendre et découvrir cette capacité de définir votre propre dharma dans la vie actuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie là, maintenant? Bon, peut-être que c'est absurde que je vous pose la question maintenant que la vie est faite. Non, mais la vie n'est pas faite du tout. Ce n'est pas parce que vous avez installé une famille que vous avez pris la retraite de votre carrière professionnelle, mais c'est quoi la vie? Ce n'est pas 100 ans. La vie, dans le sens théosophique, c'est cette continuité de la conscience qui n'apparaît de façon visible qu'à votre naissance, qui disparaît temporairement à votre mort et qui va réapparaître encore à votre renaissance. C'est ça, la vie. Alors donc, le dharma peut changer de vie en vie. Le dharma peut être une mère de famille, là, pour le moment. Le dharma peut vous dire, vous êtes artiste, vous allez donner quelque chose de beauté au monde. Le dharma peut dire, ah ben, vous avez la charge d'une famille, de père de famille, de chef de famille, vous allez le faire. Il n'y a rien de mauvais. Mais rien ne suffit au fin fond des choses, parce que vous êtes destiné à l'infini. Votre nature est infinie. Elle ne peut pas se définir seulement dans une petite vie comme ça, disant « Parfait, vous avez répondu à vos obligations, aux devoirs, parfait. » Mais pensez et faites un pas en avant pour découvrir en même temps les pouvoirs latents, mais aussi en même temps de découvrir le pouvoir latent. Vous devrez... C'est automatique, c'est naturel parce que c'est lié. Du moment où vous découvrez cela, vous découvrez aussi des significations, des choses, des événements de l'univers. Et comment l'univers est né et comment il va évoluer, tout cela est en chacun de nous. Peut-être que c'est un peu loin, vous n'avez pas besoin de cela. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que ça peut m'aider de savoir comment l'univers est né, etc. Oui, mais si vous ne vous posez pas cette question, vous serez toujours dans cette limite de 100 ans et encore moins, peut-être seulement moins de 100 ans, parce que pendant les 500 ans, là, vous passez 20 ans pour comprendre un peu la superficie des choses de la vie, hein, avec des études, avec l'apprentissage de l'observation, etc. Et puis les 30 ans après, il faut nourrir la famille. Et après, bon, ben, les facultés mentales, ils s'émoussent un peu, et puis vous posez moins de questions de la vie. Vous prenez la retraite, très bien. C'est bien qu'en France, on a une retraite. Dans beaucoup de pays, on n'a pas de retraite du tout. Alors donc, bon, je ne fais pas de politique, hein, je dis tout de suite que chacun voilà, enfin, parce que vous savez, dans tous les trucs, il faut faire attention. La société théosophique ne fait pas de politique. Donc, on peut formuler nos opinions parce que c'est la liberté de penser. Donc, il est vrai que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de système de choses, de retraite, pension. Et ici, quand on passe à la pension, eh bien, il faut faire quelque chose de plus intelligent si on n'a pas pu avoir la capacité, la possibilité de le faire avant. Voilà, donc tout cela nous aide à définir de façon plus fine et plus intelligente notre propre dharma dans la vie. C'est aussi un pouvoir parmi les pouvoirs occultes parce que peu de gens y pensent et peu de gens ont réussi aussi à le faire avant d'entamer
une vie dans le sens du mot. Je finis le partage. Il y a quelques livres que je voudrais vous suggérer de lire si vous ne l'avez pas encore lu. C'est L'occultisme pratique d'HPB et la psychologie du yoga du docteur Ika Tamni et L'homme, Dieu et l'univers du même auteur, Ika Tamni. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et maintenant, vous pouvez poser des questions si vous avez envie. En ligne aussi. En ligne aussi. Pas de questions. Oui. Comment pourrait-on développer justement cette empathie? C'est les choses sont... Après l'observation. Oui, oui. L'observation doit passer en premier. Parce qu'en fait, c'est le test de la réactivité de la conscience, c'est-à-dire nous. Nous, on prend cela, nous, comme notre corps physique, comme des choses. Mais en fait, l'observation, c'est la mise en pratique de comment on utilise nos véhicules, le corps physique, les émotions, les nerfs, etc. Et si on observe bien, à l'extérieur comme à l'intérieur, on arrive à un certain moment où on découvre que nous sommes tous pareils. Enfin, la science va vous dire, ah oui, les hormones sont pareilles, les cellules sont pareilles, et on hérite aussi du règne animal, etc. D'accord, mais au niveau de la conscience, de la psyché, on est tous pareils. On a un ego d'abord à soigner, et puis après vraiment en fait, c'est quelque chose de... C'est une échelle, il faut monter jusqu'en haut, et en haut, on vous dit sautez. Il faut régler le problème de l'ego. On ne prenait pas ça à la lettre, hein. C'est symbolique. Alors, donc, une échelle, vous montez, et votre ego, grandit, arrive un moment où il faut sauter, vous sautez, ou vous restez là, et vous êtes la femme de l'autre, gelée à jamais. Hein? Bon, alors donc, à un certain moment, passer par l'observation et par vous pouvez voir qu'on est pareil à l'intérieur. On a les réactions très semblables, à un degré différent, mais très semblables. Et c'est ça qui fait la différence quand on apprend à observer et à réaliser qu'on est pareil. On est déjà un peu différent des autres. Excusez-moi, on est la fraternité sans distinction de race et tout cela, mais on ne distingue pas, mais on ne peut pas nier une différence. Sinon, tout le monde sera des légumes dans un jardin, le même jardin. Hein? Il y a une différence. Donc, quand on passe à cette époque, à cette étape-là, qu'on voit sa sensibilité, on voit qu'on est pareil, et on se pose la question, comme vous posez, mais comment développer l'empathie? On est déjà un pas, pardonnez-moi, plus loin que les autres, ou plus haut que les autres. Les autres, c'est qui? Ce n'est pas tous les autres. Un certain nombre qui ne sont pas sensibles à tout cela. Donc, l'empathie, c'est quelque chose qui est fondamental, qui fait que, en fait, c'est l'empathie qui nous a permis de constater que nous sommes tous pareils à l'intérieur. Parce qu'on a observé, mais on peut observer et rejeter l'effet d'observation. Il y a beaucoup de gens qui voient beaucoup de choses, mais qui ne sont pas du tout d'accord parce qu'ils ont bâti une image d'eux-mêmes. Et comme Krishnamurti explique, moi j'ai mon image toujours parfaite,
Et moi, je suis là, je ne peux pas. Je suis celui-là. C'est l'image que j'ai bâtie. Or, tout ça, c'est un gros mensonge. Je dois regarder ce que je suis là et puis observer, apprendre à partir de ce que je suis, mais pas de ce que je rêve être. N'est-ce pas? Et là, quand on pose la question, comment développer l'empathie, c'est qu'il y a déjà eu un développement, a priori, à ce niveau-là, pour dire, mais on est pareil, et comment s'entraider? Comment s'entraider? C'est le premier pas. Vous savez, c'est le premier pas, pour moi, de cette manifestation du grand amour, qui est la base de la conscience. Les bouddhistes appellent cela la base de la conscience, karuna, qui est l'amour. Qui est l'amour. Et Platon, quand on lui demande qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui reste quand tout l'univers aura disparu, il a dit la bonté. Mais la bonté, c'est une forme d'amour. Ce n'est pas la bonté dans ce sens de complacent, dans le sens j'oublie le mot français, aidez-moi. Oui, enfin, comme si on dit on est haut et puis on regarde les autres en bas, et puis condescendant. On n'est pas condescendant. On n'est pas condescendant. Mais donc, sans être condescendant, sans être prétentieux, on regarde les choses factuellement et on ne peut pas nier qu'il y a une grande variété de degrés de développement. Et puis, nous, on ne désire qu'une chose, c'est se développer, aller de l'avant, mais pas seulement changer pour changer, hein, bon, aller de l'avant. Et dans cette question, comment développer l'empathie, toujours commencer, continuer à observer et de voir les liens entre les choses. Parce que c'est l'intelligence qui relie. En fait, le yoga veut dire l'union avec Dieu, c'est un acte de relier. Parce que si on est dispersé, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Sans être cynique, les philosophes grecs définissent l'idiot comme quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, mais qui ne sait pas quoi faire avec, parce que c'est dispersé. Il n'y a pas ce lien d'intelligence qui les relie et qui donne un sens à tout cela, n'est-ce pas? Et donc, il faut aussi faire très attention, parce que la psychanalyse veut toujours donner un sens aux choses. Mais il faut surpasser, parce que les choses qui se passent à ce niveau-là de notre psyché, je veux dire que ça ne vaut rien, ça va passer. Quand je parle d'une vie significative et de la signification des choses, c'est au plus profond de soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire la vie? Mais pas qu'est-ce que ça veut dire quand je dis quelque chose à quelqu'un et quelqu'un me répond, et puis que j'essaie d'interpréter qu'est-ce qu'il y a dans son enfance et dans mon enfance. Tout ça, ça va passer. Ça passe dans moins de 100 ans, et à la prochaine vie. Mais j'espère qu'une seule chose, c'est de ne pas revivre ces choses-là si triviales et si peu signifiantes dans une vie et dans la vie de tous, qu'il faut avancer et il faut comprendre plus les phénomènes de la vie, mais pas des petites réactions comme ça, du petit ego qui ne cesse de vivre et de survivre avec des réactions multipliées. Plus vous multipliez les réactions, vous nourrissez l'ego. Ah oui, je viens de découvrir quelque chose en vous parlant. Oui, quand vous réagissez aux choses, vous nourrissez plus l'ego et est-ce qu'on s'est rencontrés quelque part, Cyril? Oui. Et là, quand ça débute, l'empathie, eh bien, on est sur le chemin de quelque chose de, je dirais, de joyeux. Parce que, premièrement, avec l'observation, on découvre qu'on n'est pas seul. Parce qu'au départ, on pense toujours pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Eh bien non, les choses qui arrivent des pires de la vie, ce n'est pas seulement à vous que ça arrive,
Ça arrive à des milliers et des milliers de gens, mais comme on ne communique pas et on se croit unique, dans le mauvais sens du mot, on se croit unique dans ce sens-là, mais tout le monde souffre de la même façon. Et on ne veut pas sortir de sa souffrance. Est-ce qu'on veut ou on ne veut pas? On veut garder ça comme un stock pour l'ego? Ah là là, je ne suis pas cynique, hein? Je suis factuelle. Sortez de cette prison qui fait de vous celui qui souffre. Donc alors là, c'est le début, n'est-ce pas, de la sortie de la souffrance. Il y a l'empathie et au bout du chemin, il y a cette joie extraordinaire. Et en fait, on arrive à un état qui est un état du bonheur sans condition. Parce que quand on dit toujours oui, oui, je serai heureux ou heureuse quand j'ai ça, quand je serai ça, quand j'étais... Mais non, vous ne cessez de poser des questions pour être heureux, ça n'arrivera jamais, puisque le mental, le petit ego, ils inventent des choses pour vous garder en prison. Donc, il faut décider une fois pour toutes, il faut arriver sur au moins rechercher ce genre de condition qui est le bonheur sans condition. Ça aussi, c'est un pouvoir aussi latent en l'être humain. Le pouvoir au bonheur. Vous n'avez pas besoin de clairaudience, de clairvoyance, de clairaudience, de télépathie pour être heureux. Et en fait, les gens qui sont engagés, impliqués dans ces choses-là, c'est des fils de plus pour lier un attachement de plus. Il faut apprendre à développer les pouvoirs latents occultes qui nous libèrent, mais pas qui nous enferment davantage. Il y a des questions. Il y a des enfants qui sont nés avec des capacités supernaturelles. Est-ce que vous avez des conseils pour les parents? Le premier conseil que je vais dire, moi qui ne suis pas parent, mais j'ai des parents extraordinaires qui ne cessent de dire on est né sur Terre pour faire quelque chose et utile aux autres. Et surtout, ne pense pas parce que tu marches bien à l'école que tu es extraordinaire. C'est bien posé. Hein? Alors, ces parents, je conseille de faire pareil, c'est-à-dire surveiller l'enfant, mais ne dites surtout pas que l'enfant est un génie. Combien de parents viennent me dire, mais vous savez, mon fils, ma fille, c'est vraiment un enfant extraordinaire. Avant la naissance, on voit déjà que c'est la réincarnation de ce Rinpoché, la réincarnation de ce, ça. Je dis, minute, parce qu'il faut d'abord qu'il soit né, deuxièmement qu'il soit instruit, et on verra, hein, on verra. Alors donc, la première chose à dire, c'est pour lui apprendre l'humilité, parce que ça nuit pas à un génie d'être humble, hein, vous savez, parce que la plupart des cas, c'est on se prend pour un génie et on tombe dans le biais de l'orgueil et de la vanité, sans être un vrai génie en plus. Alors donc, je réponds à cette question de façon cash, c'est-à-dire que ces parents doivent dire à l'enfant, ben, sois utile à la société humaine, fais ce que tu peux, mais surtout ne te prends pas, hein, ne prends pas la tête. Est-ce que vous me comprenez? Ça n'enlève rien à sa qualité de génie. Si vraiment il est un génie, il sera un génie. Ce n'est pas vous qui va empêcher de l'être. Hein?
mais ce n'est pas vous non plus qui, en le caressant toujours dans le sens du poil, que vous faites un génie quand ce n'est pas un génie. Et vous ne faites que du mal quand vous répétez constamment « Oh, tu es un génie, tu es un génie, génie ». Arrive à la fin, il se croit tellement génie qu'il méprise les autres et ils ne veulent pas travailler parce qu'ils voient les autres qui ne sont pas des génies, qui bossent. Et lui, il est un génie. Pourquoi il doit bosser comme les autres? Souvent, c'est comme ça. J'en ai vu des cas, vous savez, personnellement dans la vie. Alors, je peux vous le dire. C'est pour répondre au questionnaire, à cette question. Je ne dis pas heureux ceux qui ont des enfants comme des enfants génies, mais je dis heureux les gens qui ont des enfants qui ont déjà la capacité d'apprendre dès la naissance. Alors, pourriez-vous redonner les références des bouquins? Alors, c'est l'occultisme pratique de Madame Blavatsky, en vente à la librairie Adyar, tout ce que je vous cite. La psychologie du yoga de Ika Tamni et L'homme, Dieu et l'univers de Ika Tamni. Je demande à Christa d'écrire cela, comme ça c'est beaucoup plus clair que de le prononcer oralement. Une autre question, la méditation aide-t-elle à développer ces trois pouvoirs? La méditation aide-t-elle à développer ces trois pouvoirs? Avez-vous remarqué une chose extraordinaire, mais qui est évidente? Seul l'humain médite. Vous n'avez pas vu une vache méditer? Elle rumine. Hein? Vous n'avez pas vu un chien méditer? Il mange, il dort. Vous n'avez pas vu non plus un chat méditer? Il y a des amoureux de chats qui voient tout en projection dans leur chat. Mon chat fait du yoga, mon chat fait de ceci, cela. Quand il se prélasse, le chat se prélasse dans son panier, là, il fait du yoga, etc. Mais c'est un peu d'humour, ça va. Mais vous avez remarqué que seul l'humain médite? Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il y a toujours un appel intérieur qui dit va de l'avant. Il y a quelque chose qui nous rend insatisfaits dans la vie, même si on a tout, hein? Une belle maison, une belle voiture, tout, une belle famille, des beaux enfants, tout, une belle carrière, tout. On peut être heureux et satisfait de soi-même. Ben non, il y a quelque chose qui nous, une sorte de voix du silence qui dit ben, il y a quelque chose encore à trouver. Pourquoi? Parce que normalement, dans notre psyché actuel, on est incomplet. C'est le mythe de l'amour et du psyché, de la psyché. est parti. Maintenant, on passe notre vie à rechercher et à attendre. Il y a une mystique très profonde dans l'attente. Je vais réserver le temps pour y réfléchir, mais c'est tellement beau. Ce n'est pas le fait que j'attends, il faut que ça arrive. L'attente du Messie, c'est une attente. L'attente de l'amour, c'est une attente. L'attente de je ne sais pas quoi, c'est toujours une attente. C'est une sorte de mystique, mais on va revenir à cela. Mais la méditation, évidemment, de toute évidence, aide à développer ces trois pouvoirs latents dans l'homme. Parce que dans le moment de la méditation, en fait, vous vous posez. Si vous n'avez pas d'autres occasions dans la vie de vous poser, eh ben, au moins une demi-heure, c'est mieux que toute la journée si vous n'avez pas l'occasion. Donc, ça se pose. Cela veut dire que tout ce qui est turbulence dans le mental se calme et tout ce qui est turpitude aussi, après les turbulences, se dépose et le mental ne peut pas avancer, réfléchir avec des turpitudes et des turbulences. Imaginez un peu
ce mouvement perpétuel, chaotique. Ce n'est pas le mouvement de la conscience qui est une constante de tout temps, qui dure de tout temps, qui a commencé on ne sait pas quand, et qui va, est-ce qu'on va finir, on ne sait pas, mais ce n'est pas ce mouvement. Ce mouvement du mental avec ses turpitudes et ses turbulences, c'est comme le mouvement brownien, c'est-à-dire que les atomes, ils partent dans tous les sens, sans avoir une... C'est partout, c'est partout. Et quand, dans les jours où on est dans la panique de quelque chose, on est dans le mouvement brownien, alors il faut se poser, et quand on se pose pour méditer, avec la pratique un certain temps, eh bien, on panique moins, même dans les situations les plus critiques. Et ça, c'est très, très rare, parce que le corps émotionnel, l'astral, il se nourrit aussi d'émotions pour se garder en une chose. Alors, donc, quand on se calme un peu, eh bien, la triade supérieure peut voir. Et c'est ça, c'est l'observation pure dont parle Krishnamurti. Une observation sans observateur. C'est seulement l'observation. Et ce n'est pas le chat, la souris, les deux, ou bien le policier et le voleur qui s'observent et qui se courent après. Pas du tout. C'est quand le mental est tranquille, grâce à l'action de la méditation après un certain temps de pratique, et aussi de foi. Parce que si on pratique et on dit, oh, ben, je le fais, mais je doute que, mais non, si vous faites une chose, croyez, parce que sinon ça ne porte pas de fruits. Croyez en une chose, faites-le. Mais si vous ne croyez pas, ne faites pas. C'est une perte de temps. Alors, donc, si il y a l'assiduité, la foi constante dans cela, arrive un moment où il y a un calme, c'est l'équanimité dans les relations, n'est-ce pas? Et aussi, cette capacité de recevoir les signaux de l'intelligence. C'est ça, et l'intelligence marche par l'observation. L'observation sans observateur. Comme Krishnamurti, à qui on dit, mais c'est quoi cette observation sans observateur? Il dit, c'est l'intelligence en action. En langage théosophique, c'est Bouddhi en action. C'est Atma Buddhi Manas qui travaille et qui prend le contrôle du quaternaire inférieur. La méditation, je pourrais ajouter quelque chose. La méditation est donc très spécifique à l'être humain et il nous amène par la pratique au développement de ces 3 chapitres du pouvoir latent dans l'homme, qui dont le discernement arrivant à l'intuition, la sagesse, et l'empathie, arriver à l'amour, compassion et la béatitude, et la capacité de vivre au niveau de la conscience supérieure, qui fait, c'est la réalisation de l'état d'être. Et en fait, on dit l'être-té parce qu'il n'y a plus personne qui est là, c'est l'état d'être. Et c'est le plus haut point du pouvoir occulte, parce que là où il y a ce phénomène de déversement de l'énergie divine dans la conscience de l'être individuel. On est inconscient, mais on vit dans un ensemble de baignés dans la conscience. Pas directement des vides, mais on est lié. On n'est jamais coupé de cela, sinon on ne pourrait pas vivre. Et Catherine de Sienne rapporte que dans une de ses prières, elle a vécu une sorte de rêve éveillé. Elle dit, Dieu m'a dit, fais-toi capacité et moi je me ferai torrent. Vous imaginez un peu?
Le petit verre là qu'on est, c'est ça. Si on ouvre là, grand, le mental, la capacité, c'est-à-dire le récipient grandit, mais Dieu remplit cela constamment. On dit Dieu, mais on peut dire le divin. Vous pouvez trouver ça aussi dans l'évangile, les évangiles. Dans tous les évangiles, c'est cité. C'est le moment, l'instant vraiment poignant, l'instant poignant qui vous fait pleurer si vous lisez avec votre âme et votre cœur. L'instant quand c'est raconté que Jésus était sur la croix. Et Jésus, ce n'est pas le Christ, hein? C'est deux choses, deux différentes. Jésus est sur la croix et à un certain moment, il s'est crié, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est inscrit dans la langue de l'époque. Je ne sais pas si c'est l'araméen ou l'hébreu, mais le sens est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce que cela veut dire? Dans sa grande souffrance, si l'histoire est vraie, de toute façon, la croix ou ne pas la croix, c'est une signification symbolique. Mais la souffrance, oui, quand on est au fin fond de sa souffrance, n'importe quel, il y a un moment où il y a une grande ouverture, et là, quand on est méritoire, il y a quelque chose qui se passe, et ce qui s'est passé avec Jésus. Quand il dit ça, cela veut dire que pendant tout ce temps de son dharma, d'aller enseigner sur les routes de Damas et des choses, il circulait dans ce truc, et puis arrive un moment cloué. Bon, quoi? Il faut qu'il passe par ce moment d'initiation et cette énergie divine le quitte pour ce moment. Il n'est plus adombré. Il devient Jésus. Mais ce n'est plus la conscience du Christ qui est dedans. Mais c'est quelque chose de poignant. C'est extraordinaire. Tous les chrétiens théosophes devraient lire cela et comprendre cela dans ce sens-là. Je dis, mais c'est la preuve par neuf qu'il y a quelque chose, une fluidité dans ces consciences-là, et à ce moment-là, Jésus qui fait ça et qui fait preuve et Bouddha dit, ce que moi j'ai fait, vous êtes capable de le faire. Et Krishnamurti dit, moi je le fais, vous pourrez le faire, puisque je l'ai fait. Aurobindo a dit, j'ouvre la voie, c'est pour un peu plus facile pour vous. Enfin, les sages, ils se consultent pas pour dire la même chose. Mais le fait, c'est que c'est sûr que la voie est là et qu'il faut suivre les étapes et cultiver, développer l'intelligence pour développer cette sensibilité intérieure et aussi favoriser cet échange entre les niveaux de conscience pour qu'on puisse vivre, pas par réaction, pas par instinct, mais par cette intuition qui nous enseigne de l'intérieur, qui donne la sensibilité et qui nous rend capables aussi de rendre, nous, un plus grand récipient pour recevoir l'énergie divine. Ce phénomène que je viens de vous décrire, les chrétiens appellent transfiguration. Vous n'avez pas besoin de connaître ça. Vous connaissez déjà le processus des choses. Si Jésus est capable de le faire, un humain est capable de le faire. Mais pas comme ça, out of the blue, c'est pas comme ça que ça vous tombe sur le... Il faut faire l'effort nécessaire, l'effort sans effort, pour ne pas augmenter l'ego. Et si cela vous arrive, ce n'est pas forcément que vous êtes né gêné du tout, mais tout le mérite se situe dans l'effort fourni dans la vie.
Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres... Ah, il y en a d'autres questions qui arrivent. Pardon. Une longue question. Bonjour Gertrude, tu te manifestes? Une amie canadienne. À propos des enfants qui ont des pouvoirs de clairvoyance ou de clairaudience très jeunes, vers 3-4 ans, avant l'âge raison que je connais des parents déroutés par ces phénomènes, et la société ne permet pas de laisser ces enfants continuer de voir ou entendre ce que tous les autres autour ne voient ni n'entendent. Quelle attitude développer pour ne pas éteindre ces pouvoirs actifs? Garder ces enfants sous observation et leur dire que les gens sont différents. Chaque être est unique et différent, mais surtout ne pas les encourager en disant que tu es supérieur aux autres. Parce que parfois, la clairaudience indique une sensibilité, mais ouverte, pas vers le haut, mais plutôt vers le bas. Alors, ne pas faire quelque chose pour que l'enfant se croie différent et supérieur aux autres. Surveiller l'enfant, aider l'enfant, observer pour qu'il puisse suivre sa voie, mais surtout n'érigez pas un mur de discrimination entre l'enfant et le monde. Très bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, nous pouvons nous dire à bientôt, à la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup de réserver votre temps pour venir partager avec moi certaines réflexions et certaines réalisations sur le chemin. On essaye toujours et on n'est jamais arrivé. Du moment où on pense qu'on est arrivé, on est foutu. Merci beaucoup. Soyez heureux. Au revoir les internautes.